Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal des correspondants sur Télésud. Je suis très heureux de vous retrouver. Tchad, Mali, Burkina Faso, Cameroun, ce sont les pays dans lesquels nous nous rendrons cette semaine. Le Tchad évidemment, avec la disparition brutale du président Idriss Déby Itno. Cette disparition a plongé le pays dans une forme de sidération. Les Tchadiens étaient sous le choc, c'est ce que nous disait notre correspondant sur place, Théophile Kadnouba. Depuis l'annonce du décès du feu président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition dirigé par le fils du défunt, le général de corps d'armée, Mamad Idriss Déby Itno, ce mardi 20 avril, jusqu'à ce jour, mercredi 21 avril 2021, la capitale N'Djamena est encore calme. Les activités fonctionnent au ralenti, car bon nombre d'Indjamenois sont terrés chez eux. Cependant, ce calme semble être précaire, et cela pour plusieurs raisons. Un nombre de Tchadiens, notamment les acteurs de la société civile, les opposants et les défenseurs des droits de l'homme, contestent cette prise de pouvoir par les 15 généraux. Il y a également les rebelles du FAC qui appellent au respect de la Constitution et réclament une transition démocratique, au risque de lancer une offensive sur la capitale N'Djamena, selon le communiqué publié par le FAC sur Facebook. Nous constatons malheureusement que les proches du pouvoir n'ont pas compris la détermination du peuple et se sont accaparés du pouvoir en désignant son fils comme s'il s'agissait d'une monarchie, sans se soucier de la Constitution en vigueur. La coordination des actions citoyennes dénonce et condamne ce coup d'État de toutes ses forces et appelle les citoyens et citoyennes à opposer un refus catégorique à la prise du pouvoir par la force. Demandant à la population de quitter la capitale dans les 48 heures. Outre ses opposants, défenseurs des droits de l'homme et les rebelles, il faut également signaler le refus du président de l'Assemblée nationale de diriger la transition, prétextant qu'il est âgé et surtout malade. Toutes ces contestations et la réaction des rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad constituent certes une menace pour ce calme qui prévaut actuellement en N'Djamena. Le Conseil militaire de transition, dans un communiqué, vient d'appeler les fonctionnaires des services publics et privés de reprendre les activités, les commerçants et les transporteurs à vaquer normalement à leurs occupations. Le CNT annonce la réouverture des frontières terrestres et aériennes. En ce qui concerne le gouvernement dissous, il appelle les membres concernés à continuer à expédier les affaires jusqu'à la mise en place du gouvernement de transition. Le couvre-feu passe désormais de 20h à 5h du matin. Évidemment, après 30 ans à la tête du Tchad, Idriss Déby était devenu un maillon essentiel sur l'échiquier sécuritaire panafricain. L'intervention de ses forces armées a été décisive sur plusieurs fronts, notamment au Sahel. Sa disparition a donc plongé plusieurs pays africains dans une période d'incertitude. C'est le cas du Mali, qui se souvient encore de la promptitude avec laquelle le désormais ex-président tchadien avait envoyé en 2013 son armée secourir ce pays frère. À Bamako, les Maliens pleurent aussi le président tchadien. Retour sur ce que nous disait cette semaine notre correspondant sur place, Ratkom Bari. Ils sont nombreux les Maliens qui ont été attristés par la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Au moment d'évoquer la mémoire de l'ex-chef d'État, les Maliens ne peuvent pas s'empêcher de se souvenir du sacrifice des soldats tchadiens pour le Mali. Depuis 2013, grâce au président Idriss Déby, le Tchad et son armée se sont engagés aux côtés des Nations Unies et plus récemment du G5 Sahel pour la lutte contre les terroristes qui menaçaient la stabilité du Mali et du Sahel. Donc sa perte est un grand coup pour le Sahel. Aujourd'hui, on est dans l'incertitude. On a l'impression qu'au niveau de N'Djamena, les choses se sont très vite mises dans l'ordre.
Donc on espère aussi que sur le théâtre des opérations, les soldats tchadiens qui soutiennent les efforts de guerre et de lutte contre le terrorisme puissent toujours garder le moral et continuer à lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Qui est malheureusement parti si tôt pour nous, en tant que des Maliens, mais aussi en tant que des Panafricains. Et de l'amour qu'il porte pour notre pays et de son soutien qu'il a apporté à notre pays depuis cette crise. Nous ne pouvons que nous incliner devant sa mémoire. Soumeylou Boubé Maïga, ancien Premier ministre du Mali, a rencontré le président Idriss Déby Itno quelques jours avant son décès. C'est en marge des élections présidentielles organisées le 11 avril dernier au Tchad. Encore sous le choc, il garde de bons souvenirs de l'homme d'État. Lors des deux rencontres, je crois que les affrontements dans le nord avaient déjà commencé. Et donc il était très concentré sur cela. Et puis il était d'autant plus concentré sur cette situation qu'il venait de dégarnir un peu sa zone vers le Tibesti pour pouvoir déployer 1200-1400 hommes dans le Liptako Gourma, à la demande pressante des membres du G5 ainsi que de nos partenaires français. Moi j'ai connu le président Déby pour la première fois en 1996. À l'époque, j'étais directeur de la sécurité d'État, donc je l'ai connu depuis cette période. Et puis, il a toujours été d'abord un combattant, militaire, combattant, très engagé. Il n'hésitait pas à donner de sa personne, comme malheureusement on vient de le voir. Et qui s'est attaché à doter son pays d'un outil militaire assez conséquent. Le chef de l'État malien a décrété un deuil national de 3 jours en hommage à Idriss Déby. L'ex-chef d'État tchadien était considéré par les Maliens comme étant le fils du pays. Direction le Cameroun, cela fait 11 jours, voire 12 pour certains, que les musulmans du monde entier font le ramadan. Au Cameroun aussi, les musulmans jeunes. Comment réussissent-ils à concilier le ramadan et la lutte contre la pandémie? Réponse dans ce reportage de Chimène Baleba, Hervé Ndombeg. Bientôt 12h30, heure de la grande prière quotidienne de la mi-journée du jeûne de Ramadan, dans cette mosquée située en plein cœur de la capitale. À quelques mètres, nous nous dirigeons chez Amadou, fidèle musulman, qui se presse déjà à quelques minutes de la méditation. Amadou respecte rigoureusement les 5 prières obligatoires malgré la pandémie. La première, juste avant le lever du soleil à 4h30, puis 13h, 15h30, et la toute dernière, 1 heure après la rupture du jeûne à 18h30. Il y a cela 1 an que nous vivons cette pandémie. Donc la peur n'existe pas. Je crois que nous sommes dans notre quotidien, nous allons à la mosquée, nous vaquons normalement. On n'a pas l'obligation d'avoir une peur. La crise sanitaire actuelle n'a pas été un obstacle pour ces fidèles croyants. Ils sont d'ailleurs venus plus nombreux que prévu. La mosquée étant déjà bondée de monde, ils sont contraints de prier en plein air sans réellement tenir compte de la distanciation. 13h30, fin de la prière. Cependant, pour pénétrer la mosquée, une proche d'Amadou me fait arborer le voile pour être en conformité avec la tradition, signe de respect et dignité pour la femme musulmane. Ici, l'imam nous confie que le programme et le déroulement des prières restent comme à l'accoutumée. Les lectures du jour reviennent toutefois sur les dispositions à prendre durant cette période sanitaire sensible. Nous ici, comme on n'a pas la possibilité de faire les prédications en ligne, on fait la prédication dans la mosquée. Et les gens, avant d'entrer dans les mosquées, ils se lavent les mains comme il est prédit par le gouvernement. Dans le Coran, il est prescrit un certain nombre de choses sur lesquelles il y a des moments où une pandémie peut être dans un pays. On ne vous demande pas de sortir même de ce pays-là, de rester à l'intérieur de ce pays parce qu'il ne faut pas que ces pandémies. Et puis maintenant, c'est de prier et suivre les prescriptions qui peuvent éradiquer cette pandémie. C'est la deuxième période de Ramadan dans un contexte de pandémie. Par ailleurs, les restrictions sont moins rigoureuses. De nombreux musulmans n'ont pas laissé place à la psychose. Tous ont foi que la prière pourrait être une réponse positive face aux défis liés au coronavirus.
Cameroun encore avec le président du groupe Vision 4 qui a été fait chevalier de l'ordre du Bon Samaritain. C'était en début de semaine, comme nous l'expliquaient nos correspondants Salamatou Badiang et Hervé Ndoumbeng. Arrivé en terre camerounaise il y a quelques jours, Monseigneur Kolika Djoakino, archevêque primat de l'Europe, a rendu visite à Jean-Pierre Amougou Belinga, président du groupe Vision 4, propriétaire de Télé Sud. Envoyé par le patriarche de l'Église orthodoxe syriaque, il est porteur d'un message de reconnaissance de la participation active de l'homme d'affaires dans la promotion de l'Église. Pour cela, il est fait chevalier de l'ordre du Bon Samaritain. Alors, je veux d'abord te remercier personnellement de tout cœur et aussi je transmets les remerciements de notre patriarche suprême qui sait tout ce que vous êtes en train de réaliser ici au Cameroun. Parce que pour notre Église, vous êtes un bon samaritain. Les échanges ont également porté sur l'installation au Cameroun de cette congrégation religieuse qui a en projet la construction d'une cathédrale. Après le synode, notre Église peut... les prêtres de nos églises peuvent célébrer avec les prêtres de l'église catholique romaine. Et l'exigence était que le Cameroun puisse avoir une cathédrale et un grand séminaire. Pendant que j'étais en train de me poser des questions, comment est-ce que je pourrais trouver les moyens pour construire une cathédrale et un grand séminaire, c'est là où, curieusement, Sa Majesté Amougou Belinga intervient. Le projet bénéficie déjà de l'appui du patron de presse qui réitère son engagement à toujours soutenir l'Église. Et je puis vous rassurer que l'Église recevra toujours notre soutien. Ce que nous avons fait n'est que le début. Nous ferons encore davantage. En guise de remerciement pour ses multiples œuvres caritatives, Jean-Pierre Amougou Belinga reçoit entre autres la relique d'une pierre protectrice de Saint Michel Archange, une autre reconnaissance qui s'ajoute à celle du Vatican, à lui remise l'année dernière. On termine ce tour d'horizon de l'actualité vue par nos correspondants avec le Burkina Faso. Désormais dans ce pays, il y a 14 jeunes Burkinabés de plusieurs villes qui ont été formés pour le théâtre. Ils ont participé à un atelier de renforcement et Demarébla, notre correspondant sur place, a assisté à une séance. Il nous en a parlé cette semaine sur Télé Sud. Sélectionner ce dossier des jeunes professionnels du théâtre venus de diverses régions du pays des hommes intègres bénéficient durant 3 semaines des expériences acquises des compagnies membres de la Fédération du cartel dénommée Parcours Forme Action. On l'appelle Parcours Forme Action parce que c'est de la formation en faisant. Moi j'aborde là la technique de la création à partir de la situation dramaturgique pour leur donner quelques armes pour pouvoir créer même quand ils n'ont pas d'histoire. Voilà. À partir des improvisations, ils peuvent se mettre à créer des spectacles selon la thématique qu'on leur propose. Une fois que la méthode est acquise, après, c'est eux qui la pratiquent comme ils l'entendent. On dit que maîtriser une technique, c'est s'en libérer. Voilà. Une fois qu'ils l'auront maîtrisée, ils vont se libérer de cette technique et tout librement l'utiliser pour leur propre création et partager aussi avec d'autres. Ici, à l'espace Grâce Théâtre, dans la capitale burkinabé Ouagadougou, les participants sont outillés entre autres en technique de jeu d'acteur, d'administration et de création de spectacles et ils espèrent en tirer profit. Ce temps que nous avons passé ici, ça nous a permis encore d'être plus outillés dans le domaine afin de servir maintenant notre domaine. Déjà, ça m'apprend à maîtriser mon corps et à savoir parler aussi dans le public. Ça me permet aussi de ne pas être trop stressé aussi sur scène. Le concept de la formation, c'est le concept du learning by doing. C'est le principe d'apprendre en faisant. C'est en pratiquant. Parce que de ce parcours va sortir un spectacle. Ils ne diront pas, voilà, on a appris à créer un spectacle. Ils vont le créer. En apprenant à le faire, ils vont aussi créer un spectacle. Ça nous décale un peu de la théorie pour qu'en plus de ce qu'ils apprennent théoriquement, ils puissent carrément s'exercer à le faire.
À l'issue de cet atelier, les participants présenteront un spectacle qui sera sanctionné par une remise d'attestation. Cette initiative, Parcours Forme Action, est la deuxième du genre. C'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à notre réseau de correspondants en Afrique au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour du journal des correspondants. D'ici là, portez-vous bien.